copain Jack Burton, il regarde l'orage bien droit dans les yeux. Et il lui dit... T'es si tocard que tu passerais pour un chef-d'œuvre de l'art moderne. Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. Merde. Ce sont les gars qui se prétendent normaux qui vous déçoivent. Les dingues, ça ne fait jamais peur. Elle nous connaît dans les coins, la frangine. Bonjour et bienvenue dans Sale Temps pour un film, le podcast qui fait la pluie et le beau temps sur le cinéma. Moi c'est Clémence et chaque semaine je retrouve ma bande de chroniqueurs préférés pour faire le point sur l'actu ciné. Ensemble on se penche sur la sortie du moment, que ce soit en salle, sur les plateformes de streaming ou en DVD et Blu-ray. Avec moi aujourd'hui j'ai le plaisir de retrouver Marie. Salut. Stéphane. Salut Clémence. Et Julien. Salut Clémence, alors je passe en dernier moi. Qu'est-ce que je dois en déduire Clémence? Que tu n'es pas son chroniqueur préféré, tu le sais t'es jamais constant, hein. À la technique, celui qu'on n'entend jamais, qui se tient dans l'ombre, alors que je vous assure qu'en vrai, il n'a pas la langue dans sa poche. Alain, Prince of Darkness Mercier, bonsoir. Bonsoir. Et on dit merci à Latex pour l'habillage sonore. Cette semaine, du complot, des monstres et de la bagarre. On parle de Godzilla vs Kong. 4e opus issu du Monsterverse, Godzilla vs Kong met en scène la rencontre tant attendue entre les deux titans. Au menu des batailles épiques, mais aussi la découverte de la Terre creuse, un monde au cœur de la Terre, d'où proviennent les deux créatures et peuplé d'un tout un tas d'autres monstres format XXL. Un monde qui renferme aussi une formidable source d'énergie que les méchants d'Apex aimeraient bien s'approprier. Réalisé par Adam Wingard, à qui on doit aussi une des suites du projet Blair Witch, Godzilla vs Kong a été tourné entre novembre 2018 et avril 2019 en Australie, à Hawaï et à Hong Kong. C'est le 37e film mettant en scène Godzilla et le 9e qui met en scène King Kong, et on peut dire qu'il était très attendu. Annoncé initialement pour mars 2020, sa sortie a été repoussée 4 fois pour finalement débarquer dans 38 pays le 24 mars, puis aux États-Unis et sur HBO Max en simultané la semaine suivante. La première bande-annonce, présentée en janvier, avait cumulé 50 millions de vues en 24 heures, un record pour Warner, un intérêt qui s'est largement confirmé à sa sortie en salle. Avec 338 millions de dollars au box-office mondial sur les 2 premières semaines d'exploitation, le blockbuster double Tenet sans forcer, Tenet qui détenait jusqu'ici le statut de plus gros succès depuis le début du Covid. Mais si le film fait un carton auprès du grand public, est-ce que c'est aussi le cas chez notre équipe? Qu'en pensent nos chroniqueurs? Allez, je vous écoute. Si vous deviez donner votre avis sur le film en un seul mot, ça serait quoi? Alors moi je vais dire coffre à jouer. Coffre à jouer. Si seulement. Moi je vais dire respect. Moi je vais dire anthropomorphisme. Anthropomorphisme. Tout de suite les gros mots là. Ouais, moi je suis là avec mon coffre à jouer. Mais c'est bien, ça va être la bataille du vocabulaire. Allez, c'est parti. Alors, qui se lance? Coffre à jouet, tu nous refais une Toy Story? Ouais. Bah non, mais en fait, moi, j'ai l'impression de voir, en fait, le scénario, c'est le titre, et vice-versa. C'est Godzilla contre King Kong, et j'ai l'impression que c'est juste un enfant qui a ouvert son coffre à jouets et qui a sorti ses gros monstres. Et le scénario n'a pas de sens parce qu'il a été écrit par un enfant de 8 ans. Et du coup, c'est une succession de scènes où un enfant joue avec 2 gros monstres, un petit peu comme dans Lego The Movie, où à la fin, spoiler, on s'aperçoit que c'était un enfant qui jouait avec le truc et que c'est pour ça que c'était un peu ça partait dans tous les sens. Et là, en fait, j'ai l'impression que c'est un peu ça. Du coup, il y a des scènes de baston qui sont un peu idiotes, mais qui peuvent à la limite faire le job, et tout le reste est stupide en fait. Le film s'occupe pas du tout de ces personnages humains. Qui sont vraiment, qui servent littéralement à rien, qui sont des personnages, je ne pourrais même pas dire des personnages fonction, parce qu'en fait, ils font absolument pas avancer l'intrigue. C'est vraiment des caricatures. Il y a le complotiste qui fait des blagues quand un personnage meurt, le petit gros geek qui est un archétype et qui fait des blagues en 2021 sur « Oh là là, je comprends vraiment rien aux femmes ». Et Millie Bobby Brown, qu'on avait déjà vu dans le précédent opus et qui est là et qui sert à rien non plus. Enfin, c'est juste, ils accompagnent, ils suivent l'intrigue, mais en fait, ils avancent en rien au développement. Leur seule contribution, c'est de renverser littéralement un verre de whisky sur une console à la fin du film, quoi. Donc c'est un petit peu compliqué. Puis de l'autre côté, les autres personnages, c'est la même chose. En fait,
c'est vraiment des personnages qui sont définis par rien du tout, ou leur trait de caractère, c'est des personnages qui sont en deuil parce qu'ils ont perdu quelqu'un dans le film précédent. Mais même ça, c'est pas exploité. Enfin, il y a vraiment rien qui est exploité. La seule chose où on essaie de faire exister quelqu'un, c'est ce personnage de petite fille qui développe un lien avec le singe et qui lui apprend à parler la langue des signes. Mais même ça, c'est stupide parce qu'en fait, le singe, il est monitoré, il est surveillé 24 heures sur 24. Il a appris à parler la langue des signes et personne s'en est aperçu. C'est quand même très bizarre. Puis eux, ils essaient de lui apprendre des trucs et ils ne s'aperçoivent pas du tout de ça. Donc c'est quand même très compliqué. Et alors, je ne vais pas citer tous les autres films qui le font, mais il y a le King Kong de Peter Jackson, par exemple, où voilà, on voit que c'est quand même très possible de faire exister des personnages humains en contrepoint d'un personnage, d'un monstre ou d'un titan. Donc c'est assez compliqué de se sentir impliqué dans ce film. Et même les scènes de baston, bon, je pense que Stéphane y reviendra, on en parlait un petit peu tout à l'heure avant le podcast, mais c'est... Enfin, c'est d'une stupidité sans nom. Il y a des... Enfin, je vais pas aller sur ton terrain d'anthropomorphisme, mais je te passe le relais si tu veux y aller. Mais... Vas-y. Non, mais c'est quand même... C'est très compliqué. En fait, même au niveau des monstres, même si tu veux regarder le film pour voir des monstres, t'en as quand même pas pour ton argent, parce que je trouve que ils sont jamais iconisés, jamais... En fait, dans le premier film de ce Monsterverse, qui était celui de Gareth Edwards, qui était pas parfait, mais en fait, quand tu vois ce qui suit, tu revois le premier film à la hausse, où au moins, t'avais tout un build-up en attendant de voir la créature. Ses apparitions étaient quand même... tu vois, la sauce montait un petit peu avant. Là, en fait, dès le début, ça s'ouvre sur King Kong qui se lève et qui se gratte les fesses, littéralement. C'est quand même hyper triste. Dans le genre plan iconique, oui, on peut faire mieux. Ouais, c'est compliqué. Et Godzilla, tu le vois aussi dans les 10 minutes qui suivent. Donc en fait, dans les 10 premières minutes, t'as vu tes deux monstres, tu t'as eu aucune attente sur comment ils vont apparaître. Leur apparition, elle est pas du tout mise en scène et tout. Et du coup, après, ouais, t'es obligé d'aller dans une surenchère de baston en amenant d'autres monstres et d'autres univers, parce que si tu les dévoiles dans ta première minute et tes 10 premières minutes, t'as plus grand chose à montrer, quoi. Donc c'est assez difficile, quoi. Ouais, tout a dit. C'est vrai que cette scène du début d'ouverture où on voit King Kong qui se réveille, qui se lève, qui se gratte les fesses et qui commence à dépioter un tronc d'arbre, moi j'ai cru qu'il allait se brosser les dents avec, quoi. Mais c'est ça, il va prendre sa douche, quoi. C'est littéralement ça. T'as l'impression de voir un début de film sur un mec en caleçon qui se lève et qui va dans sa cuisine se faire un café. Sauf que c'est King Kong, c'est quand même un peu triste. Effectivement, ça envoie pas du rêve. C'est un peu le problème, en fait. Ouais, moi, quand j'utilisais anthropomorphisme, tu m'as un peu tendu la perche, mais le truc, c'est que quand tu regardes ce film-là, le problème, c'est qu'il y a une volonté vraiment manifeste, en fait, d'oublier que ce sont deux créatures mythologiques. C'est-à-dire que même si on essaye de te montrer d'où ils viennent, et en fait, bon, déjà, ça n'a aucun sens, la façon dont c'est fait dans le film, hein, le truc où ils vont au centre de la Terre, là, mais et puis l'univers en soi n'a aucun sens, et enfin voilà. Mais au-delà de ça, oui, il y a ce Kong qui se gratte le cul, t'as Godzilla qui fait des sourires, si tu veux, quand il a réussi à feinter King Kong, si tu veux, dans une baston, donc on a l'impression... que c'est Louis de Funès, quoi. C'est une espèce de truc où il a comme ça, tu sais, et puis voilà, tu vois. Et c'est super bizarre. Il y a ça, et il y a cet autre truc où, en fait, c'est une chose de comment dire. Moi, je pense que le fait qu'on les voit d'entrée de jeu, je pense que c'est une obligation, en fait, qui était déjà dans le précédent film, qui est liée, en fait, à tout ce qu'on a reproché, justement, au film de Gareth Edwards, c'est-à-dire, en fait, que Godzilla n'apparaît quasiment pas dans le film, et que, du coup, en fait, les fans se sentaient floués, etc., etc. Et du coup, le studio a dit, bon, maintenant, on y va, full frontal, on les montre, on se pose pas la question, et voilà. Et disons que, comment dire, je pense que ce réalisateur-là aurait voulu faire quelque chose comme Gareth Edwards, en fait, jouer avec ça, il y serait pas parvenu, parce que, en fait, tout le souci pour moi de ces scènes d'action-là, en quoi elles sont pas finalement spectaculaires. Je me posais vraiment la question, en fait, en regardant le film, qui, moi, m'a profondément énervé, hein, j'ai trouvé ça vraiment pourri, quoi. Absolument pas spectaculaire, voilà. Ça sort chez nous, ça sort pas en salle, du coup, ça sort en achat digital, mais quand tu regardes ça à la télé, enfin, voilà, moi, il y a pas de moment où je me suis dit, waouh, il y a peut-être un plan, en fait, à la fin, où je me suis dit, tiens, il attrape, comment dire, Godzilla, et en fait il lui met la tête contre un immeuble. Je me suis dit bon, ça c'est un peu con et c'est un peu rigolo, quoi. Il y a un plan avec un avion, un mec, t'as un point de vue avec une caméra embarquée à l'intérieur d'un avion de chasse, en fait, et King Kong, pardon, s'en sert pour l'envoyer, en fait, sur Godzilla, et tout à coup je me suis dit putain, il y a un rapport d'échelle, enfin. Enfin, il y a un rapport d'échelle, en fait, et tu t'es embarqué avec le mec, alors le mec est pas planté, t'as pas de payoff et tout là-dessus. Il y a pas de gag, il y a rien. Non, il y a pas de gag, mais par contre c'est juste une idée de plan tout à coup qui est permise par les nouvelles technologies. Je me suis dit,
là il y a un petit truc impressionnant. Et c'est le seul moment en fait et c'est le seul moment en fait où justement ils auraient pu en fait à ce moment-là te mettre à la place du pilote. C'est-à-dire que nous on est des humains, on est en train de regarder ce truc-là et la valeur d'échelle elle fonctionne pas. C'est-à-dire que ce que je veux dire par là, c'est que le mec ne construit jamais ça en fait. C'est-à-dire que quand je parlais d'anthropomorphisme, il te fait des plans hommage à il y a le plan où il saute du paquebot, c'est Die Hard, hein, c'est la scène où McClane saute du toit quoi. Et t'as un moment donné quand il se relève à la fin, il se remet l'épaule en place et c'est L'Arme Fatale 2, c'est Mel Gibson, c'est Martin Riggs quoi. Et tu te dis mais en fait c'est pas des héros d'action des années 80, même si tu kiffes ça, moi aussi je kiffe ça, c'est pas le problème. C'est des créatures mythologiques. Donc traite-les comme telles, en fait, ne les traite pas comme des espèces de tu vois, genre le côté terminal de ce genre de personnage, c'est des beaufs avinés, quoi, tu vois. Donc en fait, là, c'est la même chose, c'est le mec qui se gratte le cul au début, c'est King Kong qui se gratte le cul. Et l'autre truc, en fait, par rapport à ça, c'est qu'il n'y a pas de mise en place, en fait, de ces choses-là. C'est-à-dire que aujourd'hui, en fait, avec le numérique, on peut tout faire. Donc on peut vraiment littéralement tout montrer et en fait les mecs se prennent pas le chou, c'est-à-dire que en gros c'est bon alors lui il faut lui envoyer des missiles sur la gueule, envoie-lui un missile, ils appuient sur le bouton, hop là le truc, t'as les missiles qui partent et tu te dis pas tiens en fait t'as pas le temps de voir les missiles partir, ils sont déjà arrivés, c'est une action qui dure 10 secondes et t'as rien de spectaculaire là-dedans parce que tu peux le faire. Donc les mecs en fait se passent de mise en scène en fait tout bêtement, c'est-à-dire qu'ils d'un seul coup ils se disent pas tiens on va créer une scène autour de ça. Tu t'as cité le King Kong de Peter Jackson, mais c'est exactement ce que fait Peter Jackson justement. C'est qu'en fait il se dit bon j'ai Kong dans son environnement, il y a 2 dinosaures, il va se foutre sur la gueule avec, il te fait une scène de 10 minutes complètement dingue autour de ça avec tout le questionnement en fait autour de comment ça fonctionne, comment Kong peut se battre contre 2 créatures qui n'ont pas du tout le même truc. Là t'as aucun moment donné une seule question de comment est-ce que Godzilla, qui a des tout petits bras, peut se battre contre King Kong. Enfin, il n'y a pas ces questionnements-là. Et Godzilla est 3 fois plus grand. Comment est-ce que King Kong va... Il y a plein de problèmes d'échelle, en fait. Jamais. C'est-à-dire, il se pose jamais la question de j'ai 2 titans en face de moi. Comment est-ce que en fait, quelles sont leurs forces, quelles sont leurs faiblesses, comment on va jouer avec ça. Et j'en veux pour preuve que t'as carrément des plans. Qui sont à l'échelle en fait, c'est-à-dire ce plan où Godzilla et Kong font je spoil, hein, font la paix à la fin, c'est quand même ce truc où t'as Godzilla qui s'en va et c'est à l'échelle, c'est filmé comme si c'était un mec qui partait, tu vois, avec le type derrière qui lui fait coucou au revoir, et c'est vraiment au même comme si c'était un humain quoi. Et tu te dis mais en fait c'est pas des humains, c'est ça le problème. Et c'est pour ça que par la force des choses les humains ne fonctionnent pas aussi dans le film. C'est-à-dire que effectivement comme tu l'as dit voilà, il faut se rappeler que par exemple le personnage de Millie Bobby Brown, elle a perdu sa mère dans l'épisode précédent. Bon bah c'est littéralement jamais mentionné, tu vois, il n'y a pas de question vis-à-vis de ça. Le père à un moment donné au bout d'une heure je me disais tiens il va se poser des questions où elle est passée, effectivement il envoie un SMS, tu vois, il est un petit peu inquiété, tu vois, voilà, tu vois. Il dit ah bon mais qu'est-ce que tu fais à Hong Kong, voilà. Donc c'est que en fait il y a déjà ce problème d'écriture, mais il y a aussi le problème encore une fois de la façon dont tu traites finalement les créatures vis-à-vis des humains, comment tu traites les humains vis-à-vis des créatures. Et voilà, enfin c'est au bout d'un moment, c'est quand même très énervant en fait, parce que moi j'aime pas du tout Kong Skull Island par exemple. Je trouve que c'est un film bête à manger du foin. Je trouve que si tu dépasses le concept de c'est King Kong dans les années 70 pendant la guerre du Vietnam, ça va pas beaucoup plus loin que ça. Mais quand on arrive à te dire que c'est un film où il y a un tout petit peu des tentatives de mise en scène, si tu veux, parce que je compte effectivement Godzilla, il est censé être le premier film du Monsterverse, mais en fait il s'était pas du tout posé cette question à l'époque, et du coup Gareth Edwards il a pas essayé en fait. Donc j'ai presque envie de dire que le premier vrai film c'est Kong, même si bon c'est censé être avoir une continuité, et tu te dis c'est quasiment le seul film où le mec il s'est un petit peu posé des questions, et encore des questions moi je trouve bas du front quoi. Là c'est vraiment alors moi mon King Kong c'est Bruce Willis dans Die Hard. Et tu fais ouais bah non en fait c'est pas ça King Kong, toi tout bêtement quoi. Donc, à ce niveau-là je préfère voir King Kong 2 quoi si on arrive quoi. Julien, tu fais bien silencieux depuis tout à l'heure. Ouais, bon, je vais pas grand-chose. Moi, je vais être un peu redondant avec mes collègues. Hein. Je vais pas dire beaucoup d'autres trucs. Moi, j'ai dit respect parce que c'est un terme qui me semble poser les problématiques à 2 vitesses en fait dans le film. C'est-à-dire que bon là, je vais être un peu redondant avec Stéphane en l'occurrence, mais ça s'appelle King Kong contre Godzilla, enfin pas littéralement, mais bon c'est le truc quoi, c'est pas rien, je veux dire, c'est King Kong quoi, c'est Godzilla, c'est pas rien, tu t'abordes pas ces personnages là comme ça par-dessus la jambe, tu les respectes quoi, tu fais attention à ce que tu fais avec ça quoi. Donc ça déjà moi j'ai un énorme problème en fait de respect tout simplement vis-à-vis de ces 2 personnages là et vis-à-vis de ce qu'on attend d'eux quoi. Moi je le reconnais pas hein, Godzilla, j'adore moi j'aime beaucoup le film de Gareth Edwards et je trouve que le design notamment de son Godzilla était très réussi en fait. J'aimais beaucoup le côté un peu ours par exemple,
exemple, avec ces espèces de pattes d'éléphant et tout. Je trouvais que ça marchait du feu de Dieu, quoi. Et là, en fait, c'est marrant, hein, mais j'ai vu le film, je me suis dit, putain, mais il est moche, en fait, là. Il est hyper moche, ce monstre, quoi. C'est hallucinant, quoi. C'est peu ou prou le même design. Et je me suis dit, comment j'ai pu le trouver aussi beau dans un film et aussi moche, là? Mais en fait, c'est parce que il les filme mal. Il les filme mal. C'est-à-dire que, pour te donner un parallèle, pour faire une espèce de une métaphore, je vais faire plusieurs métaphores, Clémence, prépare-toi. Mais c'est-à-dire que quand tu te retrouves avec une star sur un tournage, la star, elle t'impose des trucs. Elle te dit, non, tu me filmes pas comme ça. Et puis moi, il me faut cette couleur-là. Et puis moi, il me faut cette photo-là, quoi. Et moi, je fais pas ça, moi, dans un film. Je me gratte pas le cul, quoi. Sauf que là, les pauvres, Godzilla et King Kong, ils ont pas d'agent. Ils ont pas le droit à la parole, tu vois, encore. Quelle pour le moment, métaphore, tu vois. Donc le mec, tu sens qu'il les bafoue, mais total, quoi. Il en a rien à foutre, il les respecte pas du tout. Et Godzilla, Dieu sait que le pauvre, il a pu être maltraité parfois dans certains films et tout. Je les ai tous vus, hein, mais jamais il a été maltraité comme ça. Jamais comme dans celui-là et comme dans le précédent. Et je trouve que c'est encore pire que dans le précédent, quoi. C'est pas peu dire. Hein. Et ça, pour moi, c'est un gros problème. C'est-à-dire que, mais Stéphane l'a déjà développé, donc je vais pas renchérir là-dessus. Mais c'est vrai que cette problématique de se dire, j'ai ces deux stars, parce que c'est eux ces stars, quoi. Et je ne les traite pas bien. Pour moi, c'est un énorme souci. C'est un énorme souci. Et au moins, Edwards, et encore une fois, on lui a beaucoup reproché justement de ne pas montrer trop Godzilla et tout, mais pour moi, c'était aussi une marque de respect. C'est-à-dire que, ce qui est intéressant chez Edwards, c'est que c'est un mec qui a une profonde connaissance en fait de scale, CGI et tout, il vient de ça, il le maîtrise, etc. Et c'est malgré tout un mec qui sait ménager ses effets, littéralement en fait, ses effets spéciaux aussi, quoi. Là, il en a rien à battre, quoi, le mec. Il balance les trucs et laisse tomber, quoi. Enfin voilà. Et du coup, tu vois ça, il n'y a plus de magie, ils ont plus de charisme, ils ont plus rien, les pauvres, quoi. C'est deux pauvres franchises comme ça, balayées du pied. Et puis l'autre respect, c'est tout simplement vis-à-vis du spectateur. Et là, en fait, c'est une problématique aussi pour moi de narration. C'est-à-dire que moi, je suis un cinéphile suffisamment vieux pour avoir entendu et entendu dire des critiques installées quand j'étais jeune spectateur, dire que aujourd'hui, les blockbusters à Hollywood, c'est des scénarios de série B. Ce qui était vrai, hein, c'est pas faux, quoi, hein, pourquoi pas. Après, il faut définir série B, il faut voir la noblesse là-dedans, il faut voir comment c'était traité. Mais certes, c'était vrai, quoi. Surtout lié encore une fois au blockbuster. Et les mecs qui s'offusquaient, en fait, de dire « Ah là là, tu te rends compte, il y a un budget monumental, mais avec un scénario de série B. » Là, on n'en est plus là, en fait. Hein. Et ça fait 2 films. Hein, c'est ça. Pour moi, c'est pas de la série B, là. Hein. C'est de la série Z. Hein. C'est du Bruno Mattei, sauf que c'est pas drôle. C'est-à-dire que la façon d'écrire ou de ne pas écrire un scénario à ce point-là, c'est-à-dire de ne pas se poser de qui sont les personnages, de n'avoir aucun problème à ce qu'un personnage disparaisse complètement. Et au bout d'un moment, tu te dis, mais il est où ce personnage ? Il est mort, et puis tu demandes à la personne à côté de qui tu vois le film, il dit, ah ouais, elle a disparu vaguement là au bout d'un truc et tout. Je pense à la fille du gros méchant. La fille du méchant. Qui est jouée par Isa Gonzalez. Je me dis, mais qu'est-ce qui lui arrive à elle ? En fait, elle t'est plantée comme une espèce de personnage secondaire relativement, peut-être, potentiellement important. Tu t'attends qu'elle ait un payoff, un rôle là-dedans. Et puis, elle disparaît comme elle est arrivée, encore plus mal, en fait. Elle se fait écraser comme ça. Et de la même façon, enfin, Stéphane on a déjà parlé, et Marie aussi, mais la façon qu'ils ont de présenter cette espèce de monde creux et cet univers à l'intérieur, pour moi, ça, c'est de la série Z italienne la plus dégueulasse, quoi. C'est-à-dire que, voilà, c'est de la même façon que mais sauf qu'à l'époque, les mecs, déjà, ils faisaient ça avec son pognon, il faisait ça parce qu'il récupérait des stock shots dégueulasses à gauche à droite pour essayer de recoller les morceaux et de faire un film avec que dalle. Sauf que lui, il a des moyens monumentaux et du coup, tu te retrouves avec ça. Moi, ça m'a fait un peu penser, alors je pense que c'est pas un hasard, Legendary n'est plus une société américaine, c'est une société chinoise, hein, depuis quelques années. Ça a été acheté par Wanda, je crois. Et en fait, ça m'a fait penser au pire des blockbusters chinois, qui justement sont des films qui ne se posent pas ces questions-là, en fait. Sauf que là où c'est différent, c'est que malgré tout, dans certains des blockbusters chinois, comme League of Gods, par exemple, ou des choses comme ça, t'as une espèce de folie, de relâchement, qui fait que t'as un moment what the fuck. Là, même pas parce que même pas dans le cas de... Alors, c'est Godzilla versus Kong, hein, c'est ça, hein, dans celui-là. Même pas là, parce qu'en fait, tu sens que derrière, tu as un studio, en fait, qui est en train de veiller au grain. Mais je reviens à mon terme de respect là-dessus, c'est que un film de l'imaginaire, surtout avec des monstres géants comme ça, qui se bastonnent dans des villes et tout, c'est un mindfuck. Tu vois, je vais pas traduire, mais on comprend ce que c'est, quoi. Tu vois, on te nique le... Bah si, je traduis, en fait. On te nique l'imaginaire, on te nique ton esprit, en fait. On te dit, attention,
toi, ça se passe dans ta réalité et tout, mais regarde, il y a ce truc-là qui se passe et on te donne des billes, en fait, pour que tu casses ta propre perception de la réalité et que tu y crois le temps du film. Tu vois, pour faire un parallèle, parce que ça reprend pas mal de trucs de ce film-là aussi, mais dans Pacific Rim, juste le truc basique, c'est il y a une faille au fond du Pacifique qui vient d'une autre dimension, etc. Il y a un truc comme ça. Là, le mec, je suis désolé pour l'analogie, mais il entre sans frapper, en fait, quoi. Moi, c'est là aussi qui me rend, c'est horrible, en fait. C'est comme si tu avais un viol, en fait. C'est un truc comme ça, quoi. C'est-à-dire que le mec, il te prend même pas la peine de te planter quoi que ce soit. T'as l'impression qu'il se dit, ces connards-là, ils vont gober n'importe quoi, je leur balance le truc, voilà. Et là, pour moi, c'est le second degré, en fait, de respect. C'est que j'ai eu l'impression que ce film me manquait à moi de respect, quoi. Qui manque du respect élémentaire qu'il doit à ses spectateurs, quoi. Qui est tout simplement d'essayer de leur raconter une histoire, de planter un contexte pour que tu y crois un tant soit peu. Que tu te dises, je ne suis pas juste là pour bouffer des espèces d'images où à un moment, t'as l'impression de voir une sorte de maelstrom de couleurs sans queue ni tête, dégueulasses, et qui sont malgré tout, et je terminerai là-dessus, très très timorés. C'est-à-dire que parfois les films de Michael Bay, par exemple, peuvent ressembler à ça, mais c'est des films qui sont pas timorés. C'est des films qui vont au bout, qui justement ont conscience de ça, et vont au bout des choses, et du coup te proposent des trucs complètement dingues. Moi, dans ce qui est hallucinant, hein, c'est que dans ce film, je n'ai rien vu de dingue, en fait. Rien. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai passé le concept des deux gros monstres qui se battent à Hong Kong, et qu'il y en a un qui a une hache, éventuellement, il n'y a rien de rigolo. Il n'y a rien de dingue. C'est juste triste et injurieux. Moi, je voudrais rebondir sur deux trucs que tu dis. Alors déjà, le respect par rapport à la franchise, il est à géométrie variable, on va dire. Parce que y a des trucs en fait étonnants où ils reprennent. Du coup, moi, en fait, après avoir vu celui-là, je me suis refait le King Kong contre Godzilla d'Honda là. Bon, c'est la version américanisée, donc c'est un peu chiant parce que t'as pas mal de passages avec des humains. Et en fait, c'est marrant parce qu'ils reprennent des plots, des bouts de l'intrigue en fait du Kong contre Godzilla original, assez mal. Enfin, ils prennent ce qui les intéresse et puis ils s'en foutent du reste, quoi. Notamment le truc de Kong en fait qui est ramené par radeau et tout. En l'occurrence, c'est sur un paquebot. Mais il y a ce truc en fait où d'un seul coup ils se disent bon, il y a un gif en fait qui marche vachement bien sur internet avec Godzilla qui file à bouffer tu vois à King Kong, ou non, c'est King Kong qui file à bouffer à Godzilla en fait un tronc d'arbre là, tu vois. Et en fait ce gif c'est tu le mets sur Twitter, c'est mange tes brocolis ou je sais pas quoi, tu vois, un truc comme ça. Et en fait du coup les mecs se disent ah mais ça les gens le connaissent en fait ce gif, donc hop on remet le passage dans le film. Et t'as la même chose en fait où t'as Kong ou je sais plus Godzilla qui fait bouffer un tronc d'arbre et tu te dis mais en fait vous respectez qui exactement là-dedans en fait, les gens qui trouvent ça rigolo en fait, si tu veux, parce que en fait assez étonnamment bon, Julien encore pire que moi sur ce point-là en fait, on sait en fait que c'est des mecs en costume en fait quand on regarde les Godzilla de l'époque et tout ça, etc. Mais c'est encore pire. Non mais encore pire que moi sur le fanatisme qu'on peut avoir pour ce film-là en fait, c'est ça que je veux dire, tu vois. C'est-à-dire en fait, mais moi en fait j'ai beau savoir que oui c'est d'une ère révolue, oui c'est autre chose, etc. Oui tu sais, parce que on pourra toujours te dire ouais mais regarde ces films-là, les effets spéciaux ils sont quand même largement mieux faits que ceux d'avant, quoi. Mais la question en fait c'est quand à l'échelle de l'époque, je trouve même pas la façon dont en fait ils exploitent ça. Je trouve pas que ce soit vrai. C'est-à-dire que oui, avec ton regard de spectateur aujourd'hui, tu vas te dire bah oui, c'est des maquettes, bah oui, c'est un mec en costume dans Godzilla, ah oui, c'est King Kong, tu vois. Mais les mecs qui faisaient les films, en fait, ils y croyaient, ils essayaient de vraiment faire marcher ça. Ils pouvaient pas faire autrement, sinon c'était pas la peine, en fait, ça marchait pas. Effectivement, le mec qui fait ce film-là, il y croit pas une seconde par rapport à ça. Et j'en veux pour preuve, en fait, et là je rebondis sur ton deuxième point, qui était le truc sur parce qu'on en a pas parlé, et c'est quand même un peu, en plus, enfin, c'est un spoiler pour la fin. Mais c'est un spoiler de merde en fait, parce qu'il te l'avance en fait au bout de 5 minutes au début du film, quoi. C'est que bon, alors comment on va faire pour faire en sorte que Godzilla et King Kong arrêtent de se foutre sur la gueule, tu vois, parce qu'on peut pas départager les fans. C'est-à-dire il y aura forcément les fans de King Kong qui vont dire non, King Kong il est plus fort, il y a forcément les fans de Godzilla qui vont dire non, Godzilla il est plus fort, tu vois. Donc déjà bon, le débat en soi il est complètement débile, mais en fait en vrai les mecs ils se disent bon bah on va foutre Mechagodzilla. Donc on fout Mechagodzilla à la place, et en fait ça en revient, c'était Eric Vogel qui m'avait dit ça sur Batman et Superman, donc je le cite, il m'avait dit bon ils ont tellement un problème entre Batman et Superman, ils savent pas comment les départager, ils foutent un monstre au milieu pour les départager, et là c'est exactement la même logique, c'est-à-dire quand on sait plus quoi faire, on te ramène Mechagodzilla, qui est une créature qui existe, hein, qui est dans le lore en fait de Godzilla depuis 40 ans, quoi. Ouais c'est ça, 45 ans maintenant, 50 ans même. Et en fait, mais le problème si tu veux, c'est que la façon dont c'est traité,
Donc le mec t'a dit, attends, moi j'ai vu les films de robots récemment, c'est pour ça que tu citais Michael Bay, et il a dit, je veux pas faire du Michael Bay, je veux pas faire du Transformer, je comprends rien, ces robots ils sont trop compliqués, donc moi je vais faire un robot simple et tout. Et là tu te retrouves avec un robot, mais qui ressemble à un jouet en plastique, quoi. Il est hallucinant, en fait. C'est-à-dire que moi, je trouve... C'est discutable, ça. Moi, je trouve pas forcément d'accord. Moi, franchement, je le trouve hideux, tu vois. C'est-à-dire que... Et en plus, je le trouve hideux en se positionnant, parce que le mec te dit qu'il se positionne clairement contre Michael Bay. Admettons, tu vois. Mais en fait, quand le mec se positionne contre Michael Bay vis-à-vis d'un design de robot, alors que, par exemple, si tu veux, il utilise les mêmes trucs de scénario, tu vois, le truc où il jette du café pour arrêter une machine, c'est exactement comme dans Armageddon quand ils mettent un coup de clé à molette sur le vaisseau pour qu'il redémarre. C'est les mêmes trucs de scénar de merde, tu vois. Donc, t'as envie de lui dire... te fais pas plus malin, quoi, tu vois, enfin, te pose pas pour un mec plus malin, tu fais un film aussi débile, et au moins Michael Bay, lui, il l'assume, quoi, contrairement à toi, quoi. Donc, c'est énervant, en fait, c'est très énervant comme film. Toi, Marie, qui parlait de coffre à jouets tout à l'heure, tu trouves aussi que Mechagodzilla, il ressemble à... Ah ouais, je le trouve assez moche aussi, ouais. Mais Julien, il aime bien. Non, mais il a le droit, il a le droit. Non, mais ouais, en fait, c'est un peu... Moi, je me demande, tu parlais de Batman v Superman, je me suis demandé si, en fait, Godzilla et Kong allaient se retrouver parce que leur maman a le même prénom, mais en fait, on n'en était pas loin, tu vois. Martha aussi. C'est ça. Ouais, mais c'est pas loin, hein, c'est ce genre mais de... c'est presque ça, en fait. Plot, et je crois, en plus, il me semble que j'avais vu à l'époque des interviews de Wingard qui disaient qu'il y allait avoir un vainqueur et tout dans les deux, et en fait, c'est pas du tout ça. Alors, à la fin, ils sont potes, comme tu dis, il y en a un qui s'en va en disant coucou, et c'est hyper décevant, parce même cette promesse-là, en fait, elle est pas tenue, quoi. On se retrouve dans le prochain film. Oui, mais tu vois, c'est ça le truc aussi, c'est qu'en fait, le problème avec ce genre de film où les mecs d'un seul coup ils mettent un film sur un autre film, sur un autre film, sur un autre film, ils terminent rien en fait. Ah, c'est un monstre-verse. Voilà, et le seul moment où ça va se terminer, c'est quand plus personne n'ira voir ça, quoi. Et le souci, si tu veux, c'est que en attendant, moi je regarde ce qu'il y a dans le film à proprement parler, donc je me disais, mais alors pourquoi Godzilla en fait est méchant dans celui-là alors qu'il était gentil dans le précédent? Donc en fait, il y a censé avoir une explication, et l'explication c'est que, en gros, je respoil encore plus, tu vois, c'est que en fait, comment ils ont fait? Ils ont téléchargé l'esprit de Ghidra dans le corps de métal de Mechagodzilla. Et là, tu te dis, d'accord, bon, en fait, Ghidra, on nous l'a présenté la fois d'avant, donc peut-être qu'il va y avoir un truc qui renvoie à pas du tout. C'est-à-dire, une fois qu'ils t'ont dit ça, c'est fini. Et donc, en fait, du coup, Mechagodzilla, il n'existe pas en tant que Mechagodzilla, il n'existe pas en tant que Ghidra, il existe en tant que rien, quoi. Il existe juste là pour en fait se faire savater la gueule. Parce que c'est ce qui t'explique que ce soit un antagoniste bête et méchant et potentiellement dangereux pour les humains à la fin. Mais Ghidra, c'est pas n'importe qui. Ça me rend dingue que je sois obligé de justifier. C'est ça. Bravo, quoi. Mais c'est ça qui est censé justifier aussi l'attaque de Godzilla au début sur les locaux de l'entreprise, la Apex. C'est ça qui est censé. C'est juste un prétexte, en fait. Mais après, c'est une débauche de technologie qui est jamais expliqué, et tu sais, c'est presque en fait ta gueule c'est magique, quoi, tu vois, genre on a des c'est toujours ta gueule ce film, en fait. Ouais, mais c'est vraiment toujours des explications, des pseudo Deus Ex Machina avec des trucs qui arrivent et tu sais pas d'où ça sort, et en fait ouais, c'est technologique, c'est magique, et en fait on a toutes les ressources, mais on sait même pas pourquoi on vient chercher Kong à la base pour aller dans cette terre creuse, alors qu'en fait on a des petits vaisseaux, je sais plus comment ils s'appellent, qui permettent d'y aller de toute façon. C'est ça, en fait, mais c'est ce que je disais, tu vois, sur le truc du viol, Marie, c'est que ils prennent même plus de pincettes, en fait, si tu vois, à ce stade-là, quoi. Voilà, c'est comme ça, alors tu le bouffes, quoi. Et puis voilà, quoi. Et le problème, c'est que comme t'as pas de compensation, bah, c'est horrible. Bon, pour conclure, je crois que ce film, on ne le reverra pas, nous. Qu'est-ce qu'on pourrait conseiller à la place à nos auditeurs? Tu parlais d'un film tout à l'heure. Déjà, Shin Godzilla. En fait, si vous êtes... alors, déjà, si vous parlez japonais, c'est super, mais si au moins vous parlez anglais, vous pouvez trouver un Blu-ray. C'est le dernier Godzilla japonais en date. Hein. Qui pour le coup lui se pose vraiment toutes les questions de qu'est-ce qui se passerait si une créature comme Godzilla arrivait en fait aujourd'hui dans notre monde en fait. Et disons que c'est l'équivalent du Godzilla originel mais à l'ère de Fukushima quoi. Ouais. En gros, je pense que c'est intéressant à revoir aujourd'hui en termes de gestion de situation de crise par des gouvernements. Il y a plein de trucs en fait dans Shin Godzilla, mais tu retrouves du coup le côté purement divin en fait de la créature originelle. Je trouve aussi que ça revient à la source aussi du Kaiji Eiga qui est c'est des films d'horreur. c'est censé te faire peur en fait. Godzilla est censé te foutre les jetons quoi en fait. T'es censé quand tu le vois te dire putain mais ça va pas bien, et c'est une peur comment dire, quasi métaphysique en fait. C'est-à-dire que c'est rare d'avoir une peur sur une puissance qui te dépasse en fait comme ça. C'est-à-dire que la peur, il y a une certaine proximité en général dans la peur. Et en rapport en fait à Kong contre Godzilla, Godzilla contre Kong, je sais pas quoi, qui se termine en fait sur un plan qui est un plan censément iconique en fait de la franchise.
Là, je vais pas spoiler Shin Godzilla, mais le plan final, enfin, en termes de symbolique, en termes de ce que ça représente par rapport à la mythologie, par rapport au pays, par rapport à tout ça, c'est juste, pour moi, c'est la meilleure idée pour terminer le film, quoi. Elle est juste incroyable, cette idée, quoi. Et tu la mets en comparaison avec ce plan où Godzilla se barre dans la mer, parce que, en fait, c'est ce qu'ils font dans 10 autres Godzilla japonais, et tu te dis, bon, bah voilà, en fait, c'est Hideo Kikano, ils ont tout compris, en fait, quand ils ont fait ce film-là, quoi. Et là, Adam machin, là, c'est... Ouais, Adam Wingard, ouais. Ouais. Et puis si vous voulez vous voir juste un gros blockbuster bien bourrin et tout, avec des gros monstres géants, bah regardez la trilogie des Gamera récents, enfin des années 90, et de Shusuke Kaneko avec des effets spéciaux de Shinji Higuchi, et plus spécialement Gamera 2 et 3. Voilà. Ça aussi, c'est pareil. De la même façon que Shin Godzilla, c'est des films qui sont sortis en DVD en France il y a un petit moment maintenant, et en Blu-ray qui sont sortis il n'y a pas très longtemps chez Arrow en Angleterre. Donc il y a des sous-titres anglais avec des très belles copies, plein de bonus. Et ça, vraiment, c'est incroyable, quoi. C'est des films hallucinants qui restent, qui ont maintenant un peu d'âge, quoi, mais qui restent, que je trouve, extrêmement spectaculaires. Vous verrez comment faire beaucoup avec beaucoup moins d'argent. On arrive à faire une soirée à Panic Cinéma avec les Gamera. Et on t'invitera pour les présenter. Allez, on y va, banco. Quand les cinémas auront rouvert dans quelques mois. Gamera 2 et 3 et Shin Godzilla. Donc, si vous voulez malgré tout vous faire votre avis, Godzilla vs Kong sort en VOD le 22 avril. À noter qu'il pourrait aussi sortir malgré tout en salle en France à la réouverture des ciné, annonce faite par Warner il y a quelques jours. Et vous en pensez quoi? Un petit mot, une courte phrase, dites-nous tout sur le répondeur de Capture Mag. Pour ça, il suffit de nous laisser un petit message vocal via Messenger. Dans la dernière émission, on parlait de The Nightingale, le film horrifico-historique de Jennifer Kent. Un film bien accueilli par l'équipe, pour une fois. C'est assez rare en ce moment pour qu'on le souligne. Mais vous, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous avez apprécié? Alain, toi qui recueille avec patience tous les messages qu'on nous laisse sur le répondeur de Capture Mag, ils en ont pensé quoi, nos auditeurs? Salut la team Capture, c'est Stéphane. Alors mon avis sur The Nightingale de Jennifer Kent. J'avais déjà beaucoup aimé Mr Babadook. Et là c'est vraiment une belle réussite. Un vrai film de genre. C'est dur et en même temps c'est super incarné. Super bien joué. Le format 1.37 est vraiment bien choisi. Vraiment une belle réussite et j'ai hâte de voir la suite. Je trouve que ce qui est incroyable, c'est que c'est un putain de film de genre. Et justement de genre avec un S, dans la mesure où en fait le genre n'est pas une fin en soi, mais les genres c'est un moyen pour raconter un récit, pour amener un récit. Je trouve que c'est génial et puis c'est hyper fluide, c'est très très fort. Je trouve que la séquence traumatique, elle est extrêmement difficile à regarder. Moi ça faisait longtemps que j'avais pas pris un tel flot de violence en pleine tête et c'est vraiment très 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 dur. Et tout ça en fait je trouve qu'il est construit justement pour que ce soit fondamentalement, l'idée c'est qu'il y a un discours politique extrêmement fort derrière, et profondément amoral parce que nuancé. Et ça, je trouve ça génial, il y a cette nuance dans le film. Donc vraiment, j'adore. Concernant The Nightingale que j'ai vu récemment, je souscris totalement à ce que Marie et Julien ont dit. J'aurais juste quelques petites réserves sur le fait qu'il y a par moments, j'ai l'impression que ça tombe un peu trop dans les travers du film indépendant, notamment avec les plans contemplatifs sur la nature bien fixes, les scènes oniriques. À mon sens, ce sont quelques petites facilités qui soulignent un peu trop le propos du film. À part ça, c'est une œuvre viscérale, transgressive qui vous prend au trip de la première à la dernière image, intelligente et qui retourne tous les codes du revenge movie avec intelligence. Merci pour votre passionnant épisode consacré à The Nightingale, un film que j'ai également profondément aimé. Et si je devais choisir un mot également, ce serait peut-être délicatesse. Délicatesse, ça peut surprendre, mais pour moi, Jennifer Kent et son équipe ont fait preuve d'une immense délicatesse, une grande attention aux moindres détails et beaucoup d'empathie pour les deux protagonistes principaux et pour ce qu'ils représentent. Alors oui, inévitablement, ça passe par une immense violence, mais malheureusement, c'est justifié. Et je vous envoie un petit message pour parler de The Nightingale, qui est un film que je trouve super intéressant. Il y a quelque chose d'intéressant à souligner, je trouve, c'est le travail qui a été effectué sur les silhouettes. Elles sont toutes ultra différentes, je trouve, de par leur morphologie, les costumes ou les attitudes des acteurs, qui fait qu'ils sont tous reconnaissables. Dans le troisième acte, je comprends la résolution de l'arc des deux personnages principaux, mais je trouve que ça manque un petit peu bizarrement, de violence graphique. Je trouve que en fait, le payoff est pas très satisfaisant par rapport à toute la sauce qui est montée pendant tout le film. Voilà, merci pour votre travail et à bientôt. Franchement,
C'est le temps pour un film, c'est fini pour aujourd'hui. Marie, Stéphane, Julien, merci de m'avoir accompagné sur cet épisode. Merci Clémence. Merci Clémence, ouais, sans rancune. Et merci. Et merci Alain. Merci. Ouais, il a plus de voix, lui, il est mort. Là. Ça y est, il a vu le film, il en peut plus, quoi. Pour ne pas rater les prochaines émissions, pensez à vous abonner et si vous nous écoutez pour la première fois, vous pouvez retrouver tous les liens dans la description du podcast. Merci à toutes les personnes qui nous écoutent et tout particulièrement aux tipeurs et aux tipeuses. Ce projet existe grâce à vos contributions sur le Tipeee de Capture Mag. Si ça vous a plu, n'hésitez pas, vous aussi, à nous donner un petit coup de pouce. Pour ça, rendez-vous sur tipeee.com, mot-clé Capture Mag. Et puis si vous n'avez pas de sous, pas de panique, vous pouvez nous soutenir de plein d'autres manières. Relayez-nous sur vos réseaux sociaux préférés. Parlez-nous à vos amis, mettez-nous des étoiles sur les applis de podcast et surtout abonnez-vous à la chaîne YouTube de Capture Mag. Plus vous serez nombreux, plus on pourra travailler sur de nouveaux formats, notamment des formats vidéo. Allez, je vous laisse, on se retrouve dans une semaine. En attendant, portez-vous bien et à mercredi prochain.